Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bagatelle pour cette journée. Je suis Blandine Fillier, la directrice générale de cette belle fondation. Et je suis très heureuse et fière de voir autant de monde autour de notre équipe des soins palliatifs intéressés par cette journée d'études et de réflexion. Alors c'est la deuxième journée organisée par notre équipe. La première a eu lieu en 2019. Et puis la crise Covid est passée par là. Et je suis doublement heureuse de voir qu'on sort la tête de l'eau et on reprend le fil de nos réflexions. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur Rossignol, maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole, physicien, chercheur au CNRS et épistémologue. C'est le jour des mots compliqués. Donc, qui étudie la philosophie des sciences, ou la philosophie dans les sciences. Voilà, alors on y est, en effet, le thème est là. Je remercie Madame Bruna Alves d'avoir eu l'idée de venir, mais elle a eu un petit problème, une chute de vélo hier, apparemment, donc elle sera absente malheureusement aujourd'hui, qui représentait l'ARS. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de représentant, malheureusement. Mais j'en profite quand même pour remercier notre autorité de tutelle pour nous accompagner en ce moment pour la reconnaissance de nos lits identifiés de soins palliatifs en unité de soins palliatifs. Et pour ceux qui connaissent, et vous êtes nombreux à connaître ici, je pense, c'est une victoire, c'est une vraie reconnaissance. Et ça nous donne un potentiel de développement et de réflexion encore plus ambitieux. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et puis pour modérer la journée, nous allons bénéficier de l'expertise de deux professionnels travaillant dans des centres de lutte contre le cancer. Monsieur François Blot, qui est réanimateur et président du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy. Merci d'être là. Qui a beaucoup publié et qui alimente la réflexion autour de la fin de vie et pas que. Et Madame Laura Innocenti, qui est cadre à l'Institut Bergonié, juste à côté de nous, partenaire, plus dans nos activités, toutes nos activités. Je remercie bien sûr notre équipe de soins palliatifs pour son dynamisme, son enthousiasme, son ambition, mais aussi tous les professionnels qui se sont associés à l'organisation et à la préparation de cette journée, qu'ils soient salariés de Bagatelle ou travaillant dans des établissements partenaires, puisqu'il y en a. Un petit mot pour l'équipe de communication, Jordan, Corinne, qui ont organisé cet événement, et puis Cap Palliatif, Inicea et Etifarm qui participent à l'organisation de cette journée également. Alors juste un petit mot, parce qu'après je vais laisser la parole au docteur Chartier pour nous expliquer le pourquoi du comment, le thème, comment tout ça a été intellectualisé et nous a mis en appétit. Juste pour dire que pour moi, ces moments suspendus où collectivement on prend de la hauteur pour réfléchir à nos pratiques, à nos organisations, nous permettent de relever le défi de l'amélioration de la qualité des soins et nous permettent aussi de, je pense, redonner du sens à nos missions, puisque nos missions, elles sont bien autour du soin, le bon soin pour nos patients, et pour aussi rallumer la flamme de l'intérêt pour le métier de soignant. Et je pense qu'on en a bien besoin. Donc merci pour tout ça. Je vais être un peu frustrée personnellement parce que je ne vais pas pouvoir rester sur toute la journée. Je resterai avec vous jusqu'à la pause. Mais en tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je pense que ça sera riche de partage, de décloisonnement et de réflexion d'un haut niveau, j'espère. Voilà, bonne journée. Voilà. Parfois, les choses les plus simples sont les plus évidentes.
Et puis il y a aussi Dauphine Dandinet, qui est infirmière coordinatrice de notre équipe. Et c'est ensemble qu'on a pensé cette journée, accompagnée de toute l'équipe, bien entendu. Initialement, on avait répondu à un appel à projet de cas palliatifs. Donc on les remercie, parce que ça nous a fait réfléchir. Le thème, c'était l'oncologie et les soins palliatifs. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, hein? On a deux entités, comment on les fait vivre, comment on les réunit. Il y a des mots qui sont sortis, la frontière, les échanges, mais cette notion de frontière nous a beaucoup intéressés. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de façons de penser les frontières, et le politique que vous êtes ne nous contredira pas, mais la frontière, ça a un sens extrêmement complexe. Il y a des murs qui s'érigent, des murs que l'on traverse, parfois au péril de sa vie. Et puis il y a des zones de porosité, il y a des échanges, il y a de l'enrichissement mutuel. Et nous, c'est ça qu'on avait envie de mettre en avant. C'est que la frontière, c'est la zone où on se rencontre. Et c'est la zone où on crée ensemble un peu plus de richesse. Alors la Dauphine nous a épaté de son savoir, en nous disant, mais ça, c'est l'écotone. Alors comme vous, hein, on s'est dit, ok. Alors soit je dis que je ne sais pas et j'ai l'air un peu bête, soit on se rend compte qu'en fait personne ne sait ce qu'est l'écotone et on va laisser Dauphine nous expliquer ce que c'est. Parce qu'il n'y a qu'elle qui sait finalement. L'écotone, c'est un concept d'écologie qu'effectivement personne ne connaît. Moi-même, je ne sais pas très bien comment je connais ce truc. En fait, c'est assez simple finalement comme concept. C'est la zone frontière entre deux écosystèmes distincts comme les berges d'un lac ou la lisière d'une forêt. Et dans cette zone frontière, il y a une biodiversité particulièrement riche et nouvelle. Et cet écotone ne peut exister que s'il y a la rencontre entre les deux écosystèmes qui se rencontrent et qui doivent être préservés et garder leurs caractéristiques propres. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec je vais repasser la parole à Élise, mais avec justement les liens qui nous unissent avec l'oncologie. Oui, pour ça, je repasse à Élise. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y avait certes le lien entre l'oncologie et les soins palliatifs, mais pas que. En fait, on vivait des zones de porosité, des zones d'échange dans tous les lieux de notre exercice, avec les différentes spécialités, avec les patients qu'on rencontre, qui ont un autre écosystème, avec les familles, avec nos collègues les plus proches également, et puis aussi avec les gens qui nous entourent, les citoyens, les gens de la ville, de l'entourage, de la société. Donc voilà, on va essayer aujourd'hui de développer et de s'interroger sur toutes ces zones de rencontre, de porosité, de voir comment elles se vivent parfois bien et parfois pas si simplement que ça. Et comme effectivement, il fallait raccrocher cette jolie métaphore, enfin, moi je la trouve assez élégante, mais on a demandé du coup à monsieur Rossignol, maire de Bègles, qui est au cœur de la cité, au cœur de la société. On a eu envie qu'il puisse nous expliquer alors le concept de l'écotone par ses compétences scientifiques également, mais aussi par son regard de politique, de son ancrage dans la société, et on va apprécier aussi son regard qui n'est pas écologue mais écologiste. Et donc on va l'écouter avec plaisir. Et puis juste après, Madame Pénélope Fay, qui nous accompagne depuis de nombreuses années dans un groupe d'analyse de pratique au sein de notre équipe, et qui va venir raccrocher un peu les éléments conceptuels à la pratique clinique. Donc on a hâte de les écouter et on va vous laisser la parole. Merci. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Heureux et ravi d'avoir été invité à cette deuxième journée d'études. Madame la directrice, chère Blandine. Écoutez, d'abord, ravi d'être ici à Bagatelle. C'est un très beau projet. Je tenais à le dire, le projet de Baïa que je supporte, dans le sens américain du terme, vous avez bien compris, hein. Voilà, je suis un élu qui est convaincu, évidemment, de la pertinence du projet, d'avoir une offre de soins en secteur 1 pour l'ensemble du sud de l'agglomération et donc la ville de Bègles, puisque je suis évidemment maire de Bègles, donc pour moi c'est très important. Donc je suis à vos côtés dans cette belle aventure qui est en cours, et
voilà, et qui prend forme au fur et à mesure. Voilà, donc je tenais au préalable à le dire. Voilà, bravo et merci, on est à vos côtés. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais pas ce qu'était un écotone. Moi aussi, voilà. Parce que bon, je suis pas biologiste, hein, moi je suis physicien, comme j'étais physicien, enfin je suis. Enfin, en tout cas, je suis en disponibilité pour être maire depuis 2017. Et donc je vais vous donner 3 exemples. Un exemple plutôt géographique, physique, un exemple institutionnel et un exemple de pratique politique de finalement l'écotone dans la gestion de la cité. Alors, l'écotone, bon, ça a été dit déjà, hein, c'est la rencontre de 2 écosystèmes. Donc un écosystème en biologie, vous le savez, hein, c'est un équilibre dynamique subtil de faune et de flore, avec des caractéristiques bien spécifiques à cet écosystème. Et donc quand 2 écosystèmes se rencontrent, il y a une lisière, il y a une frontière, et dans des cas très spécifiques, ça crée un 3e écosystème, avec des plantes et des animaux spécifiques, c'est-à-dire des 2 écosystèmes qui se sont rencontrés, mais également donc de la faune et de la flore spécifiques à ce 3e écosystème. Donc en quelque sorte, 1 + 1 = 3 dans ce cas-là. Et donc on peut avoir des exemples. Il y a des exemples qui sont tout petits, microscopiques, et des exemples qui sont gigantesques, c'est des centaines de kilomètres carrés. C'est un concept qui est assez récent quand même, hein, c'est quelques dizaines d'années. Alors évidemment, il y a l'exemple qu'on voit là, c'est-à-dire la lisière entre une forêt et un lac ou un fleuve. On peut avoir des caractéristiques écosystémiques bien particulières. On a aussi, par exemple, le pourtour des oasis dans le désert. Donc c'est pas l'écosystème du désert, c'est pas l'écosystème de l'oasis, du cœur, là où il y a l'eau. C'est cette frontière un peu floue, un peu poreuse, un peu grise, où il y a donc des caractéristiques animales et végétales bien particulières. Bon, il y a aussi la mangrove, par exemple, qui est très connue. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples. Alors, dans la pratique de maire que je suis, quand j'ai commencé à réfléchir au concept d'écotone il y a quelques jours, je me suis dit, alors, physiquement, d'un point de vue géographique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et arrivé le concept de la frontière entre la ville et la campagne. C'est d'ailleurs un écosystème ville, un écosystème campagne, donc je parle de l'organisation humaine, hein, bien sûr, vous avez compris. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Eh bien, il y a le périurbain, qui s'est développé très fortement depuis quelques dizaines d'années maintenant, hein, voilà, depuis les années après-guerre à peu près. Et donc ça devient un écosystème en soi, en fait, le périurbain, qui s'est très fortement développé d'un point de vue organisation politique et spatiale. Hein, donc en plus, ici en Gironde, nous sommes pratiquement champions de France de ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc il n'y a pas de connotation, hein, de ma part. C'est un fait, hein, voilà, les urbanistes en parlent très bien, à savoir une partie, souvent les classes moyennes, eh bien, quittent les villes pour aller s'installer dans la campagne et apporter avec eux leur façon de vivre d'urbain et pas de ruraux. Donc il y a évidemment souvent des formes pavillonnaires, un déplacement qui est lié principalement à la voiture individuelle, et puis un enjeu d'habitants. Je pense qu'ici, un certain nombre d'entre nous habitent dans le périurbain, évidemment, ici en Gironde, puisqu'on est les champions du périurbain. Une attente des services publics de la ville, également des culturels, sportifs, et une attente également de la qualité de vie à la campagne. Voilà. Donc ça crée des sociétés humaines, ça crée des gestions de villages qui grossissent très vite. Et donc quand je discute avec mes collègues maires, ils ont des problématiques que moi je peux rencontrer en tant que maire très urbain, que certains collègues maires ruraux connaissent également, mais des problématiques très spécifiques au périurbain. Donc premier exemple de rencontre de deux écosystèmes, si je puis dire. Deuxième exemple, c'est plutôt un exemple institutionnel, qui est la métropole. Donc moi, je suis maire de Bègles, mais également vice-président de la métropole. La métropole, c'est une réunion de 28 communes, vous le savez, comme toute agglomération,
Et donc on a décidé de mettre en commun des compétences. Donc là, c'est la création de la communauté urbaine de Bordeaux, une des plus vieilles communautés urbaines de France d'ailleurs, qui s'est transformée en métropole. Et donc les compétences qui ont été mises en commun, vous le savez, concernent les déplacements, l'urbanisme, le développement économique, le logement, l'assainissement, la place de la nature. Et donc on vient en quelque sorte déposséder le libre arbitre communal, indépendant, pour mettre en commun ces compétences, et la métropole, au fur et à mesure, acquiert plus de poids technique, de compétences, financiers et maintenant politique. À savoir que ce que j'ai cité comme champ de compétences, ça devient fondamental dans la fabrique de la ville. Et le budget de la métropole est supérieur au budget des 28 communes réunies. Donc on voit bien que ce système, cet écosystème politique de gouvernance, donc prend de plus en plus de place. Et d'ailleurs, dans les deux exemples, on voit bien que c'est extrêmement dynamique. C'est pas figé, ça évolue. On voit bien qu'il y a un mouvement donc, de métropolisation qui est en cours. Et donc, à la fois les élus font évoluer leurs pratiques électives, mais également les citoyens. Il y a une demande forte de la part des citoyens de plus de démocratie et de pouvoir peser plus sur les choix qui sont faits dans l'évolution des villes. C'est une bonne chose. Et donc là, on arrive à un point de bascule dans les enjeux métropolitains de gouvernance. Soit on continue, comme actuellement, à savoir qu'il y a des élections municipales et après chaque commune envoie un certain nombre de délégués à la métropole. Et donc c'est une collectivité au deuxième degré, il n'y a pas d'élection directe. Et donc il n'y a pas de cap clair, à mes yeux, sur la mandature dans les enjeux que je viens de citer, mobilité, comment est-ce qu'on gère le réseau de transport en commun, urbanisme, où est-ce qu'on construit, combien on construit, est-ce qu'on construit plutôt des logements sociaux, des zones d'activité économique, est-ce qu'on vient mixer ces zones de logement et d'activité économique, ou est-ce qu'on vient séparer, quelle est la place de la nature, également dans l'agglomération. Oui, c'est des enjeux quand même structurants, forts, et qui embarquent et qui emmènent le destin commun sur plusieurs dizaines d'années. Donc soit on continue comme maintenant, soit on considère qu'il faut un débat démocratique à l'échelle métropolitaine, et pour le formaliser, la seule façon de le faire est d'avoir des élections pour toute ou partie des élus métropolitains au suffrage direct. Et donc l'élection de la présidente ou du président également de la métropole au suffrage direct. Parce que pour l'instant, on élit nos maires, les maires se réunissent, les 28, et puis décident entre eux qui sera le président de la métropole. Et puis un matin, on apprend, c'est en l'occurrence Alain Anziani, maire de Mérignac, qui a été choisi par la majorité des élus métropolitains pour appliquer un programme qui a été décidé après le second tour. Bon. Donc là, je développe un petit peu sur les enjeux métropolitains, mais donc là, vous avez compris que les pratiques métropolitaines, en plus, entre élus, ne sont pas les mêmes que les pratiques d'élus au niveau communal. Les services également, les services administratifs, leurs compétences et leurs pratiques ne sont pas identiques. Et donc, il y a comme ça une frontière entre la gestion d'établissements intercommunaux et la gestion d'établissements communaux. Donc, deuxième exemple, voilà, de rencontres qui créent donc un écosystème propre, mais là, en l'occurrence, c'est la réunion de 28 écosystèmes, 28 communes qui viennent mettre en commun un certain nombre de compétences et de moyens qui sera amené à évoluer. Le troisième exemple, c'est plus un exemple de pratique politique. Moi, sur la ville de Bègles, en tant que maire, j'essaye de répondre à 3 enjeux qui sont les enjeux environnementaux. Donc,
changement climatique, perte de la biodiversité. Donc là, il y a un lien avec les écotones. C'est flagrant. Hein. Bon, changement climatique, là, je pense que tout le monde est au point maintenant depuis quelques temps. Donc il faut vraiment qu'on réagisse et qu'on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'on arrive à la neutralité carbone. Chute de la biodiversité, c'est un vrai enjeu. C'est un peu moins connu. Je donne un seul exemple. C'est en quelques années, on a perdu 80% des insectes en France, en Europe. Il y a une expérience très simple à faire. Hein, c'est un aller-retour en voiture de plusieurs centaines de kilomètres, disons Bordeaux-Paris, par exemple. Un aller-retour en voiture. Quand vous étiez enfant, enfin en tout cas pour les moins jeunes d'entre nous, on rentrait le pare-brise constellé d'insectes. Il fallait gratter. Maintenant, on fait 10 allers-retours, Paris-Bordeaux, et vous aurez 3-4 pauvres moustiques sur le pare-brise. Donc on voit bien qu'il y a une vraie chute de la biodiversité en Europe. Les causes sont anthropiques, hein, humaines, donc climatiques, et aussi principalement destruction d'habitats pour la biodiversité et utilisation de produits chimiques, de pesticides. Donc là, il y a un vrai enjeu, parce que plus d'insectes, ça veut dire plus de pollinisation, ce qui veut dire des vraies tensions sur l'alimentation, si on n'arrive plus à polliniser. Hein. Un exemple. Donc le deuxième enjeu, c'est l'enjeu social, qui est une meilleure répartition des richesses dans nos sociétés. C'est-à-dire que la France est un des pays les plus riches au monde, et nous assistons actuellement à une concentration des richesses, à savoir les très très riches s'enrichissent, les classes populaires s'appauvrissent, c'est ce qu'on observe hein, dans nos sociétés, à bec comme ailleurs, et les classes moyennes ont peur du déclassement, elles décrochent. Donc il faut être en capacité de mettre en place des politiques publiques de redistribution, donc on essaie de le faire à l'échelle locale. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu démocratique, à savoir, on sent, élection après élection, qu'il y a un désenchantement démocratique dans nos sociétés. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention, élection après élection. C'est lui qui gagne à chaque fois, il monte. Et on ne peut pas se satisfaire d'élections où finalement seule une minorité se déplace et choisissent leurs représentants. Donc le risque évidemment, c'est les régimes populistes, autoritaires ou illibéraux. Voilà. C'est arrivé dans plein de démocraties occidentales, ça peut arriver en France. Et donc moi je cherche des réponses avec mon équipe au niveau local également. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que pour essayer pour répondre à ces questions-là, on essaye de mettre en place des techniques, des outils politiques à l'échelle locale innovants, et donc et qui changent un petit peu la façon de faire de chacun des acteurs de la construction de la ville et des politiques publiques. Jusqu'à présent, donc il y a les élus. Voilà, qui sont représentants des électeurs et qui sont là normalement pour donner la direction et arbitrer. Donne la direction. Les services municipaux ont le savoir-faire, la compétence, la technicité, donc proposent des solutions, des voies pour aller vers l'objectif des élus, et un calendrier, un financement, et les élus arbitrent. Voilà, en disant, priorisent et puis choisissent les bons outils. Donc ça a fonctionné pendant très longtemps. C'est la démocratie représentative classique de la Ve République, même avant. On sent bien que c'est à bout de souffle. Les gens s'y reconnaissent plus. Et donc il faut essayer d'inventer autre chose. Et donc on est un certain nombre d'élus à être persuadés, de citoyens évidemment, d'associations, qu'il faut aller vers une démocratie représentative. On parle maintenant aussi de démocratie ouverte ou de démocratie vivante. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre le citoyen. Il faut mettre le citoyen dans ce couple, élu-technicien, pour en faire un trouble, élu-technicien-habitant, société civile. Donc ça, c'est pas facile, parce que ça change les représentations de chacun. Parce que c'était assez confortable, finalement, ce couple élu-technicien, où le technicien apportait à l'élu sa technicité, son savoir-faire, avait compris à peu près où voulait aller l'élu et choisissait finalement en quelque sorte les moyens et techniques, calendaires
et financier, et puis expliquer à l'élu par où il fallait passer. Puis l'élu souvent suivait, si le couple fonctionne bien, suit les conseils des techniciens. Donc ça, je pense que dans vos milieux professionnels, ça doit résonner un peu, j'imagine aussi. Et donc, mais si on fait rentrer l'habitant, la société civile, les associations, eh bien, il faut prendre en compte la vie des habitants dans la construction des projets, dans la vie des projets, mais également la technicité, le savoir-faire d'usage, l'expertise d'usage. Et donc, il faut aussi prendre un temps différent dans les processus de concertation. Donc déjà, il faut mettre en place des chartes de concertation pour que ce soit très clair. Quand il y a par exemple une réunion publique, à quel niveau on se trouve dans les échanges et les concertations avec les habitants. Est-ce qu'on est dans de l'information? Est-ce qu'on est dans de la consultation? Est-ce qu'on est dans de la co-construction? Parce qu'on part d'une page blanche finalement et on vient construire avec les habitants les politiques publiques. Par exemple, un projet d'urbanisme, hein, ça peut être un exemple qui fait réagir beaucoup, et avec raison, donc la construction de la ville. Donc là, il faut d'abord de la clarté, mais au-delà, on peut créer des dispositifs ad hoc. On met en place ce qu'on appelle, nous, des comités de suivi, ou des conseils citoyens, qui réunissent au même niveau de décision les élus, les techniciens et les habitants, pour à la fois se donner des objectifs d'un projet, trouver les moyens pour les atteindre et faire les arbitrages à la fois calendaires et financiers. Et donc là, à la fois chacun garde son identité, mais ça change énormément à la fois le relationnel entre élu, technicien et habitant, et également la façon de produire les politiques publiques. C'est extrêmement intéressant. Donc on l'a appliqué à plusieurs sujets, parce que c'est de l'ingénierie sociale, hein, vous avez compris, sociétale, démocratique. Donc c'est en cours d'élaboration, hein, on tâtonne bien sûr. Atlantique, un projet d'urbanisme majeur sur l'agglomération bordelaise, sur Bordeaux, Florac et Bègles, qui arrive sur Bègles. Donc on met en place ce comité de citoyens pour essayer de construire ensemble ce que ça pourrait être Atlantique sur Bègles, avec en plus un conseil scientifique, des sachants qui viennent éclairer, extérieur au projet mais qui viennent éclairer. On construit également ce qu'on appelle des forums de quartier, où là on divise la ville en 4 et on donne les clés à un certain nombre d'habitants volontaires ou tirés au sort avec des élus et des techniciens pour porter des projets à même niveau. Et puis le troisième sujet qui est plus d'actualité, qui est un peu médical d'ailleurs, c'est les enjeux de légalisation encadrée du cannabis qu'on porte sur Bègles. Et donc là, pareil, on demande aux habitants de venir à la fois aidants, usagers, consommateurs, mais également l'ensemble de la société civile, venir expliquer et débattre avec nous sur où est-ce qu'on en est de la consommation de cannabis en France et notamment à Bègles, faire un bilan d'échec de l'ensemble des politiques publiques, puisque le nombre de consommateurs augmente très, très fortement en France, hein, on est champion d'Europe, avec des législations des plus répressives d'Europe. Et donc comment est-ce qu'on peut changer de regard sur cette consommation de produits stupéfiants, hein, le cannabis, pour avoir une meilleure politique à la fois de santé publique et une réduction des risques et des trafics. Donc voilà, ces dispositifs un peu innovants, hybrides, hein, élus, techniciens et habitants, c'est la rencontre finalement de 3 écosystèmes. Bon, voilà, j'essaie de raccrocher aux enjeux d'Ecotone, vous avez compris. Hein, et ça permet de créer de la richesse, voilà, de la richesse en termes à la fois de dialogue, et c'est des usages qu'on ne retrouve pas ailleurs quand on met en place ce genre de dispositif. Et ça crée aussi évidemment de l'intelligence, hein, collective. Souvent, ça crée des résultats en termes de projets qui sont plus riches, plus fins, mieux adaptés au territoire et aux besoins, et qui sont aussi, comme ils sont portés par un plus grand nombre, ils sont mieux compris et mieux acceptés par finalement la société civile. Après, il faut du temps de dialogue, évidemment. Ça, c'est un enjeu primordial, parce que les premières réunions sont des réunions de traduction. Voilà, où chacun essaie de se comprendre
et ça prend du temps, mais c'est primordial. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup pour cette invitation sur l'écotone, sur les enjeux de discussion entre écosystèmes. Bon, donc c'était le quart d'heure un peu voilà, non médical de la journée pour commencer sur des sujets un peu différents. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Et puis je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Bon, je remercie Bagatelle, le docteur Élie Chartier et puis Julie Pouget, enfin toute l'équipe avec laquelle j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années maintenant. Donc pour évoquer ce qui est nommé dans le programme, une mise en perspective pour le thème de cette journée de réflexion et d'études sur l'écotone oncopalliatif. Alors c'est donc d'un point de vue extérieur, mais pas tout à fait non plus, que je m'exprime ici, c'est-à-dire le point de vue d'une psychanalyste qui travaille depuis plusieurs années auprès de l'équipe mobile dans ce qu'on appelle, on vous l'a dit tout à l'heure, les GAP, hein, donc groupe d'analyse de pratique. Et donc pour ce matin, j'ai tenté de synthétiser certains des points qui avaient été soulevés dans les réunions que nous avons eues et de les articuler sur le plan analytique, ce que l'on fait d'ailleurs quand on travaille ensemble. Donc Clément Rossignol l'a rappelé tout à l'heure, l'écotone dit bien la frontière, le territoire riche et varié en marge de deux écosystèmes différents. Donc il y a 3 lieux, tout à l'heure il disait 1 + 1 = 3, donc 3 lieux, 3 modalités d'existence, 3 modalités de croissance, d'être, etc. Donc, sauf que l'écotone, c'est ce tiers-lieu, au fond, si j'ai bien compris les choses, qui permettrait que se trame autre chose que strictement la rencontre de ces deux altérités, que seraient ces deux zones différentes. Donc, d'après voilà, ce que j'en ai compris, c'est un lien, un lieu, un lien, un trait d'union, une zone de transition qui, au fond, ferait que les deux espaces ne se fondraient pas l'un dans l'autre. Donc c'est pas une zone d'exclusion au sens où si X alors pas Y, c'est pas une zone d'inclusion où X se trouverait inclus en Y. Donc ça dit bien la perméabilité qui peut exister entre deux savoirs différents, les vôtres en l'occurrence. Donc en psychanalyse, ou quand on a une pratique de parole qui est orientée par la clinique analytique, il y a déjà 2 registres, finalement, qui diffèrent en de nombreux points. Donc 2 zones. Je me place dans le thème en tentant de vous présenter les 2 registres différents. Donc, il y a le champ de la parole et du langage, d'une part, et de l'autre côté, le champ de ce qu'on appelle la jouissance. Alors évidemment, c'est un terme que vous connaissez puisqu'il fait partie du dictionnaire, mais en psychanalyse, c'est un petit peu différent que ce qu'on peut en savoir, on va dire, du point de vue du sens commun. La jouissance, c'est justement un peu plus que le plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait avec monsieur Au-delà du principe du plaisir, qui est un livre de Freud, qui fait référence à la pulsion de mort, mais donc à la jouissance. Et donc la jouissance, c'est ce qui peut se dérégler, c'est ce qui peut faire mal, c'est ce qui peut être en trop, ce qui peut être trop. Donc ça concerne le corps. Pour donner un exemple très simple et concret, on peut manger 2 carrés de chocolat, ça fait plaisir, mais si on avale 2 plaques, eh ben c'est de la jouissance, ça peut faire mal, ça se transforme en un certain nombre d'effets symptomatiques, la honte, la culpabilité, ça peut aller jusqu'à la boulimie, des vomissements délibérés, etc. Boire un verre ou 2 le soir, c'est un plaisir. En abuser, se coucher tard et puis se lever très tôt le matin et puis travailler 12 heures derrière, eh ben, ça peut devenir de la jouissance. Et donc, ça fait mal, c'est du trop. Donc, la jouissance, au fond, a un aspect déchaîné au sens propre, hein, c'est-à-dire que c'est hors de la chaîne signifiante, hors des mots. C'est... Au fond, on peut dire aussi que c'est dérégulé et c'est illimité. Et donc la jouissance, ça touche au corps, et justement parce que ça touche au corps, c'est en dehors de la parole et du langage. C'est donc la parole et du langage, c'est le premier espace, la jouissance, c'est l'autre espace, comme je disais tout à l'heure.
Donc on dit souvent que la jouissance, c'est hors langage, et d'ailleurs on n'a pas toujours les mots pour dire ce qui nous étreint le corps de façon illimitée. Et faire une analyse, ou même travailler en gap, on essaie de trouver les mots justes, on essaie de trouver les bons mots, alors pas les mots qu'il faudrait dire parce qu'ils seraient bons à dire, mais les mots que l'on trouve justes parce qu'ils sonnent justes pour tenter de cerner ou de dire au plus près ce que l'on veut dire. Donc trouver les mots qui résonnent avec, je mets des guillemets, sa langue à soi, avec sa propre langue. Justement, trouver les mots pour dire ce qui étreint le corps et qui ne se dit pas de la même façon pour X ou Y, pour tel ou tel. Voilà pour la jouissance. Et donc, le second registre, donc vous allez voir bien sûr que là, je viens de dire qu'il y a une incidence, mais vous allez voir les interdépendances entre les deux selon une lecture analytique. Donc, le second registre, c'est le registre de la parole et du langage. Et donc, le langage, vous le savez, c'est un ensemble de lois structurales, si on se place du point de vue de la linguistique structurale, avec des lois grammaticales et syntaxiques. Et puis la parole, portée par un corps, une voix, un sujet, met en mouvement ces lois structurelles quasi universelles. Donc pour communiquer, évidemment, on a bien à entrer dans le cadre du langage. On a à intégrer le cadre. Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, quand il y a certains nombres de troubles. Intégrer le cadre, c'est-à-dire, par exemple, intégrer la grammaire, qui dit où doivent se trouver le sujet, le verbe, le complément d'objet direct, le complément circonstanciel, etc. Parce que si on n'intègre pas ce cadre-là, on est perdu et on ne se comprend pas. Donc prendre la parole, au fond, c'est donner du mouvement singulier, comme je disais tout à l'heure avec sa langue à soi, dans un cadre fixe et commun. Et finalement, ce que la clinique nous enseigne, quand on s'oriente de la psychanalyse, c'est justement une zone frontière où ces deux registres se rejoignent. C'est-à-dire que la parole a un effet sur la jouissance. Parler, évidemment vous en avez une pratique à la fois sans doute personnelle et puis professionnelle, parler peut entamer, cadrer, limiter, réfréner, voire éteindre ou déplacer la jouissance qu'il y a en trop. La mauvaise jouissance, pour le dire comme ça. C'est pourquoi Lacan, justement, que vous connaissez peut-être, qui était à la fois médecin et psychanalyste, disait que la langue, le langage, il disait la langue, sert à bien autre chose qu'à la communication. Par exemple, alors je peux citer plusieurs exemples d'incidences où la parole et le langage a un effet sur la jouissance. Un exemple qui m'a été rapporté plusieurs fois dans le travail dans les GAP, mais pas que, où cet homme ou cette femme condamnée qui justement n'en finissait pas de ne pas mourir, eh bien, s'est éteint le jour où l'un de ses proches qui était attendu, à la fois attendu, espéré, craint, est enfin venu lui rendre visite, libérant les mots et la parole qu'il accrochait encore à la vie. Voilà un premier exemple. Un autre exemple, que l'on a rencontré un certain nombre de fois, où ces situations où la parole des patients avec lesquels vous travaillez, ou la parole des proches, de la famille, est amenée dans un flux absolument inarrêtable, et que c'est une parole, au fond, qui se déploie sans limite, au téléphone, la logorée verbale, dans les couloirs, dans la chambre, vous ne savez pas comment arrêter tout ça. Donc là, c'est la jouissance de la parole qui prend les devants. Et donc, on a beau déployer tous les meilleurs arguments du monde, c'est insuffisant, ça ne sert à rien d'expliquer, ça ne sert à rien de faire comprendre, au fond d'argumenter de façon rationnelle, ce n'est absolument pas aidant. Et donc, comme là, la parole, dans le cas de la logorée, est infiltrée par le trop de jouissance, alors, donc là, il n'y a pas à parler justement pour expliquer, mais il y a à user de la parole comme d'un outil que nous on appelle la coupure, la scansion, pour produire justement un effet dans cette espèce de paquet de mots et de jouissance, parce que là les mots ne lestent plus la jouissance, pour couper et pour du coup cesser que soit alimentée la machine de la parole jouissante qui s'emballe.
Et donc dans ce cas, c'est votre parole, ça peut être la parole d'un analyste ou la parole du médecin qui vient faire coupure et libérer, parce qu'il s'agit de libération, c'est un effet de soulagement, libérer dans ce cas-là celui qui au fond est l'otage de sa propre parole et de ce propre flux qui le déborde. C'est pas facile à faire, mais en tout cas ça produit, quand c'est le cas, enfin quand celui qui prend la parole sans vouloir que la parole le déborde se sent soulagé. Donc, dans les exemples que je viens de citer, à partir donc d'une première paire de 2 registres, on voit se dessiner une autre paire finalement de 2 espaces et d'une zone frontière aussi encore qui se dessinerait là. Pour les psychanalystes, ces 2 registres, alors c'est notre vocabulaire à nous, mais ça va peut-être vous parler avec vos mots à vous. Ces 2 registres sont le corps organique, donc l'organisme, et le corps parlant. Le corps parlant, selon le terme employé par Jacques-Alain Miller, psychanalyste, gendre et testamentaire de Lacan. Et donc, au fond, organisme et corps parlant, est-ce que c'est pas cette tension dont vous pouvez être les témoins, cette tension qui découle du fossé qui existe entre l'organisme qui aurait besoin d'être soulagé, qui aurait besoin d'être apaisé, quand bien même la guérison, dans le service, certains services, est un mot d'un autre temps. Donc la tension entre l'organisme et cet être parlant qui, lui, veut du temps encore, quand bien même son corps souffre. Ce corps parlant qui dit, lui, l'envie de vivre, qui veut du temps et qui dit l'envie de vivre, même en éprouvant la douleur, parce qu'ainsi il pourrait s'éprouver vivant. Ce corps parlant qui peut revendiquer des examens, d'ultimes examens, qui sont, vous en témoignez parfois, lourds, parfois dangereux, et qui au fond n'apporteront rien de plus sur le plan de l'organisme, proprement dit, mais qui pourraient donner l'illusion de la vie encore. Et donc ces demandes incongrues, parfois, qui sont, j'avais bien compris ça, irréalisables, enfin en tout cas irréalistes, peut-être plus irréalistes qu'irréalisables sur le plan médical, créent des doutes et des angoisses aussi pour les soignants que vous êtes. Donc là se découvre finalement une 3e paire de termes qui peuvent peut-être s'entrecroiser. Là, une autre paire, c'est-à-dire, et donc là c'est la question de la temporalité, le temps de la vie, c'est-à-dire le temps subjectif d'un côté et le temps de la vie organique de l'autre. Et donc le temps de vie subjectif peut durer, peut donner l'illusion que ça dure, quand bien même le temps de la vie organique, s'il devait être annoncé, s'il est annoncé, tombe comme un couperet et donne l'idée de la fin proprement dite. Donc on entend ce avec quoi certains d'entre vous travaillent, le poids des mots, le poids de certains mots qui pourraient fermer et angoisser. Donc ça ne signifie pas pour autant qu'il faille bercer d'illusions ceux qui approchent de cette zone ultime, mais au fond tout dépend des mots employés, c'est quelque chose dont vous avez l'expérience. Et puis voilà, pour parler de mon champ à moi, quand on est analyste, on sait que les mots peuvent être parfois des bombes, que les mots peuvent avoir très concrètement des effets physiques, des effets dans le corps. Au fond, il faut l'avoir traversé soi-même dans une cure analytique pour éprouver dans son corps ce qu'on appelle le bain de langage, dans lequel chacun est plongé quand on arrive, le bain des mots, le bain des phrases prononcées par les parents ou par ceux qui s'occupent des enfants quand ils arrivent à la vie. Tous ces mots qui font chacun d'entre nous des êtres parlés avant d'être des êtres parlants. Ce sont des mots, dit Lacan, des mots projectiles qui peuvent venir cribler une surface. Cette surface étant le corps parlant, sa marque. Et donc les mots, bon voilà, on expérimente ça en analyse, ou pas que en analyse d'ailleurs, les mots laissent des traces, et puis les dire parfois
en les disant, on les retrouve. On les dit pour les retrouver, et parfois, quand on les dit pour les retrouver, la jouissance qui était encapsulée dans ces mots, qui datent du temps de l'enfance ou un petit peu après, se libère. Là, à nouveau, se dessinent deux autres territoires que je pourrais, j'ai choisi d'appeler et de nommer ainsi. Le savoir médical, qui est un savoir construit et un savoir qui se construit, et puis le savoir du patient, fût-il délirant, fût-il décalé, fût-il pas objectif du tout. Il me semble que c'est des apories que vous rencontrez aussi. Comment se fait-il, comment est-il possible que ces deux savoirs se rencontrent sans que l'un n'englobe l'autre, sans que l'un ne domine l'autre? Et si certains d'entre vous ont bien témoigné parfois de cet élan à faire de ces patients des sujets, c'est-à-dire à les entendre comme sujets, c'est-à-dire d'où ils parlent eux, d'où ils demandent, d'où ils souffrent, n'est-ce pas aussi parce que finalement ça ne va pas de soi d'accueillir des personnes comme des sujets avant même de les accueillir comme des malades? Et parfois, du coup, ça peut être ressenti comme une grande difficulté, voire culpabilité. Au fond, la culpabilité de ne pas avoir assez de temps, pour plein de raisons, surtout dans le monde dans lequel on vit. La culpabilité de ne pas avoir assez de temps pour écouter celui qui, au-delà, voire en deçà de son état de malade, est un sujet. La culpabilité de voir disparaître le sujet dans son organisme, la culpabilité de voir le sujet réduit à son organisme souffrant. Où est la limite où le médecin doit agir et à quoi doit-il répondre, se demandait Lacan et avec ses collègues dans un texte qui s'appelle « La place de la psychanalyse dans la médecine ». C'est de cette question qu'est partie une équipe avec laquelle je travaille pour une revue qui s'appelle Mental et dont le prochain numéro, tout ça est contingent puisqu'on travaillait là-dessus quand Élise m'a proposé d'intervenir, le prochain numéro de Mental s'appelle « Les maladies de la médecine ». Et il sort très prochainement. Et donc, il y a un certain nombre d'articles écrits par des psychanalystes, mais aussi par des médecins et un certain nombre de personnes. Et donc, l'éditorial, je vais vous citer un extrait de l'éditorial qui a été écrit par ma collègue Virginie Leblanc. Voici les questions qu'elle pose. Comment le médecin peut-il, de nos jours, résister à ce tiraillement qui vire parfois à l'écartèlement entre l'attente d'efficacité de patients de plus en plus informés, d'une part, et l'exigence de rentabilité économique, d'autre part? Quand ce n'est pas purement et simplement la tentation de se laisser remporter par les sirènes d'une médecine bornée à ses preuves, ses résultats biologiques, jusqu'à sa plus extrême réduction organique ou neurologique. Comment résister encore pour maintenir ouvert l'écart où puisse s'éprouver le temps pour déplier autre chose et où puisse résonner autrement cette demande du patient à laquelle le médecin ne devrait pas se précipiter à répondre avant d'en avoir saisi toute la profondeur, voire l'ambiguïté qu'elle recèle. Demande d'être reconnu comme sujet souffrant, voire authentifié comme malade, comme le souligna encore Lacan. Demande d'être entendu, tout simplement, au-delà ou en deçà de tout rétablissement. Lorsque le couple si complexe, formé par le patient et son médecin, a éprouvé tous les méandres de l'impuissance et de l'impossible. Comment laisser le temps de ce saut, du vouloir du malade à l'opacité de son désir jusqu'à la dimension de la jouissance de son corps? Voici l'extrait, je ferme les guillemets. Au fond, cette citation de ma collègue, je m'appuie dessus pour faire surgir encore une autre paire de deux espaces distincts, ceux de l'impuissance et de l'impossible. Au fond, si le savoir médical est un savoir qui n'en finit pas de se construire, comment faire avec l'impossible? C'est-à-dire, au fond, l'impossible, le réel de la vie, qui est tout aussi bien le réel de la mort, et sur lequel, il faut bien l'avouer,
chacun d'entre nous, chacun d'entre vous n'a pas toute la puissance. Ce point d'impossible avec lequel chacun d'entre vous travaille pourrait finalement se décliner ainsi dans la pratique de chacun, la mienne aussi en tant que psychanalyste, et aussi humainement finalement dans notre quotidien. On éprouve ça, impossible à dire, impossible à savoir, impossible à voir, impossible à guérir, impossible à comprendre, impossible à vivre. Certaines situations, par exemple, dans votre pratique, peuvent être insupportables pour vous, pour un tel, et puis pour quelqu'un d'autre, tout à fait supportable. C'est pourquoi on comprend l'intérêt de la pratique à plusieurs quand c'est possible. Malheureusement, c'est pas toujours possible. C'est ce que disait Lacan. C'est comme ça que Lacan, il appelait le réel, justement, l'impossible à supporter. Il appelait ça au début de sa pratique, quand il était médecin psychiatre. Le réel, c'est l'impossible à supporter. Et donc, ce dont vous pouvez témoigner parfois, c'est au fond l'impossible du tout, l'impossible de tout voir, l'impossible de tout appréhender. C'est la difficulté de passer à côté d'un élément, d'une donnée, voire d'une parole, d'une demande. En avoir une idée de cet impossible, justement, permet peut-être que ce point de réel, qui fait partie de la médecine, mais qui fait aussi partie de la psychanalyse, ne se transforme pas en un sentiment d'impuissance. Et, à l'envers, dans un autre sens, en sentiment de puissance, par conséquent. Ayons peut-être aussi l'idée que ce qui peut se jouer sur une autre scène, comme Freud appelait l'inconscient, ce qui se trame à notre insu, au fond, il y aurait quelque chose qui pourrait se tramer aussi, ça c'est à chacun d'en rendre compte, dans la volonté de guérir l'autre. Qu'est-ce que ça peut signifier que tout ça ? Ce n'est pas à vous que l'on va apprendre que le moment même de la mort est un imprévisible. Si les données de l'organisme, les données médicales peuvent faire prédiction, il y a ce mystère de la fin de vie proprement dite. En travaillant avec l'équipe, et notamment en apprenant de leur expérience, on entend, en tout cas pour moi ça fait enseignement, que surgit au fond dans un savoir construit une modalité de savoir qui peut afficher des failles qui ne sont pas des faiblesses. Failles, tout d'abord, rien que pour reprendre ça, de ce mystère de la fin qui peut parfois déjouer les prédictions. La revue Mentale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, publie un entretien inédit avec le professeur Didier Sicard. Interrogé sur la demande de mort et sur l'euthanasie, il témoigne d'une expérience que vous connaissez peut-être sans doute, enfin moi je ne connaissais pas. Voilà ce qu'il dit. Dans cette demande de mort, je pense que la médecine a une place, non pas du geste, mais d'écoute de la personne. Quand j'ai présidé le rapport du président Hollande en 2012, j'avais fait quelque chose qui a pu m'être reproché, une enquête auprès de malades dans leurs dernières semaines de vie. Nous allions les voir, leur demander s'ils voulaient témoigner. On trouvait les mots suffisamment adroits pour ne pas leur donner l'impression qu'on leur tendait un dernier micro, et ce qui était très frappant, c'est qu'à l'unanimité, ces personnes que nous avons interrogées dans cette situation, toutes disaient « on voudrait parler de notre mort ». Parce qu'on sait qu'elle va arriver et personne ne nous écoute. Notre famille nous dit « bon, on ne va pas parler de ça, on est dans la vie ». Et la médecine est indifférente. Accueillir la demande de mort, ce n'est pas la nier, mais la considérer comme authentique. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est demandée qu'on en parle, qu'on ne peut pas en faire un objet transitionnel de réflexion. Je ferme l'extrait de l'entretien. Donc on entend là aussi, ça c'est un autre point, que la demande comprend bien autre chose que ce qu'elle formule. Que parfois, il n'y a pas toujours à y répondre, mais plutôt juste à permettre, juste qu'elle puisse être adressée, cette demande, qu'elle puisse se déployer. Parce que derrière la demande, il y a la possibilité d'une relation à l'autre, d'une adresse à l'autre. Pour finir, je souhaiterais nouer ces deux territoires que sont la médecine d'un côté et la psychanalyse de l'autre, autour d'une phrase très simple de Jacques Lacan qui dit
notre point de jonction. Qu'est-ce que le fondement de l'expérience qui constitue la psychanalyse ? Ce fondement, dit-il, est le même que celui qui définit le caractère sacré de l'action médicale, à savoir le respect de la souffrance de l'homme. Je vous remercie.